Bonsoir à tous. C'est Tambour battant consacré cette semaine à Faut-il avoir peur des vaccins? Notre premier invité est Jean de Kervasdoué. Jean de Kervasdoué, bonsoir. Vous êtes économiste de la santé, vous êtes membre de l'Académie des technologies, vous êtes professeur émérite à la chaire de gestion des services de santé, mais surtout vous avez été directeur général des hôpitaux. Vous avez écrit un certain nombre de livres sur les problèmes de la santé, le carnet de santé de la France, chez Duno. Il croit que la nature est bonne, chez Lafon. Qui paiera pour nous soigner? C'est votre dernier livre, paru chez Fayard, avec comme sous-titre L'asphyxie solidaire. Alors, je vais commencer d'abord par la décision qui a été prise par le gouvernement de M. Édouard Philippe. Les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier 2018 devront recevoir 11 vaccins obligatoires contre 3 auparavant. Auparavant, il y avait 3 vaccins, diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui étaient regroupés sous l'appellation DTP. Sur décision du ministre de la Santé, Mme Buzyn, on passe maintenant à 11. Alors, cette décision répond à une nécessité d'enrayer des maladies infectieuses. On a encore appris la semaine dernière, donc au début février, que en fait, la rougeole, dans certaines régions, par exemple, faisait des ravages. Et donc, la rougeole fait partie de ces 11 vaccinations. Et si la France a des taux de couverture vaccinale meilleurs que les autres pays pour les vaccins obligatoires, en revanche, ils sont très en dessous pour les vaccins recommandés. Alors la couverture vaccinale, ça correspond à peu près à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Et une couverture vaccinale élevée constitue un élément clé dans le contrôle des maladies infectieuses, permettant de protéger une population, au fond, contre une maladie donnée. Alors ainsi, par exemple, l'élimination de la rougeole nécessite une couverture vaccinale de 95%. En France, ce niveau n'a jamais été atteint, 95%, depuis l'intégration de cette vaccination dans le calendrier vaccinal, ce qui explique la nouvelle épidémie qui a provoqué des milliers de cas entre 2008 et 2011, puis ensuite, maintenant, entre 2017 et 2018. Alors, seule une couverture vaccinale élevée permet l'élimination de la diphtérie, de la poliomyélite et de la quasi-élimination des infections massives à Haemophilus influenza HIB. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment on peut interpréter le fait que on parlait de 3 vaccins obligatoires, mais déjà les labos ne faisaient pas ces 3 vaccins sous forme d'une seule vaccination. C'était très difficile de trouver les 3 vaccins. Ils étaient généralement mélangés avec d'autres maladies. Comment se fait-il que le gouvernement ne puisse pas obtenir des labos, qu'au moins, je parle d'avant 2018 pour l'instant, qu'avant 2018, on ne puisse pas avoir un vaccin concernant les 3 maladies essentielles que sont la diphtérie, la typhoïde et la poliomyélite? Alors, tout ce que vous avez dit est exact. Je vais simplement rajouter quelque chose, c'est que ces 3 vaccins sont des vaccins historiques, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui remonte à très loin et que ces 3 vaccins historiques correspondent souvent à des maladies qui ont été plus ou moins éradiquées. Et que donc on savait qu'il fallait une couverture vaccinale beaucoup plus large et que par ailleurs, il ne faut pas faire revenir les mamans et les bébés trop souvent. Donc ça correspond à une modalité relativement pratique. Alors il se trouve que les tribunaux, me semble-t-il, ont jugé pour obliger les laboratoires à proposer des doses individuelles. Ceci dit, le marché de ces doses individuelles, donc il est important que ça existe pour des raisons qui m'échappent, mais enfin bon, peu importe. Donc aujourd'hui, on a 11 vaccins. Il est démontré que quand on a des vaccins groupés avec 3 voire 6 vaccins, des vaccins trivalents, ou hexavalents, il n'y a pas de conséquences de réaction immunitaire particulière et ça simplifie beaucoup la vie des mamans, puisque encore une fois, c'est des bébés qui ont moins de 2 ans. Voilà. Patrick Dudoret. Alors, Antoine disait juste à l'instant que la France était plutôt un bon élève, en gros, mais pour les vaccins obligatoires. Absolument. Pour ce qui est des vaccins préconisés, là, c'est une autre affaire. Et si on fait un petit élément de comparaison, par exemple en Suède, et c'est là où on voit une différence culturelle majeure, 96% des parents font faire à leurs enfants les 9 vaccins
préconisé et non pas obligatoire. Donc là, il y a comme un élan citoyen absolument étonnant. Alors après, on se dit, comparons avec un pays comparable. L'Italie, fort individualisme, latin, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'Italie n'était pas forcément un très bon élève, et la loi s'est durcie. La loi s'est durcie récemment. Il y a 10 vaccins en Italie, je crois. Oui, voilà. Et ils ont fait passer une loi maintenant rendant 10 vaccins obligatoires pour inscrire les enfants à l'école. Et les enfants, les parents des enfants non vaccinés vont devoir payer de fortes amendes. C'est vrai en Allemagne, depuis 2015 aussi, fortes amendes. Des lois évoluent vers un peu plus coercitif, c'est un mot fort, mais en tout cas, plus d'obligations. Parce que le mouvement citoyen n'est pas suffisant. Donc la France a besoin donc, de ce caractère obligatoire. Oui, semble-t-il, parce que quand on demande, j'ai vu ça pour aussi préparer cette émission, donc quand on demande aux familles, est-ce que vous vous feriez vacciner si ce n'était pas obligatoire, la réponse est 59% oui, je crois seulement. Exactement. Et donc, ce qui paraît extrêmement faible. Donc il y a une dimension culturelle, il y a également une dimension, j'allais dire, citoyenne, parce que le vaccin, vous l'avez dit, est une protection collective, mais c'est aussi d'abord une protection individuelle. Bien sûr. Donc c'est les deux. Monsieur Carvaz-Doué, dans votre livre, Qui paiera pour nous soigner, vous expliquez que la prévention est toujours liberticide. Absolument. Ça signifie donc, au fond, cette décision de Madame Buzyn, vous acceptez l'idée qu'elle soit liberticide. Absolument. Oui, non, mais toutes les formes de prévention sont liberticides, dont celle-là. Donc, quand on vous oblige à vous faire vacciner, c'est bon. Quand on vous oblige à réduire la vitesse, quand on vous oblige à ne pas boire avant de conduire, quand on vous oblige, enfin, etc. Donc, le débat politique est jusqu'où va cette liberté et dans quel cas doit-on priver les gens de liberté, dans quel cas ne doit-on pas les priver de liberté? Et dans le cas du vaccin, je pense que oui, dans des tas d'autres cas, je pense que non. Alors vous avez évoqué des chiffres absolument impressionnants de gens qui, au fond, ont réagi de façon extrêmement critique à la décision d'Agnès Buzyn de passer à 11 vaccins obligatoires. Et on a l'impression que c'est la confiance entre les décideurs politiques et les populations concernées qui est atteinte. Et je voudrais que vous, qui avez été directeur de la santé quand même, et responsable au fond de la santé pour le pays, vous m'expliquiez les raisons de cette méfiance de la société française vis-à-vis des vaccins. Alors c'est plus large d'ailleurs, c'est pas seulement sur les vaccins, c'est une remise en cause de l'expertise, c'est une remise en cause, alors notamment de l'industrie pharmaceutique avec les cas malheureux et graves que nous connaissons. Et une méconnaissance de ce qu'est la méthode scientifique. C'est-à-dire, les hommes ont inventé deux manières de trancher les conflits. Il y a pacifique. Malheureusement, il y a une manière non pacifique. Il y a une manière très ancienne qui est sur les tribunaux. Bon, c'est pas agréable d'aller au tribunal, mais c'est une manière pacifique. Et l'autre manière qui fait que, à nos âges, à tous les deux au moins, puisque nous sommes à peu près contemporains, nous sommes encore vivants, en relative bonne santé. Et tout ça, c'est dû au fait qu'à une période très précise, à la fin du Moyen-Âge, il y a des gens qui ont inventé cette méthode. Donc on peut avancer toutes les hypothèses que l'on veut. Simplement, il y a un juge de paix qui est le résultat des expériences. Bon. Alors ceci est mal compris, mal connu, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde se déclare scientifique. Quand vous regardez les listes de scientifiques qui signent les pétitions sur tel ou tel sujet, vous voyez que souvent, les signataires, c'est très très loin de leur expertise, donc ils ne participent pas au débat scientifique mondial. Et sur le sujet des vaccins, c'est un sujet qui est très ancien, très connu, très câblé, et pour lesquels il y a malheureusement, comment dirais-je, des histoires urbaines ou des mythes urbains ou des mythes Internet qui circulent et qui continuent sur l'aluminium, sur les effets secondaires. Enfin, on aura l'occasion d'en parler durant l'émission, mais effectivement, il y a une défiance, avec même d'ordre parfois un peu complotiste, on le voit sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais il y a aussi, et vous le dites très bien, dans votre livre « Qui paiera pour nous soigner », vous évoquez clairement ce que vous appelez les fractures silencieuses de la solidarité. Et là, je crois qu'il y a quelque chose là de l'asphyxie solidaire, d'ailleurs, est le sous-titre de votre livre. Cet individualisme vaguement socialisé qui, justement, trouve parfois prévaut aujourd'hui et se manifeste souvent comme un symptôme de défiance,
de vision non plus de bien commun, mais de très très individuel. Donc vous pensez que ça pèse énormément dans le débat, sans doute? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont produits avec en plus une méconnaissance historique. Alors, je vais prendre un autre exemple, mais je vais répondre à cette question. Mais l'exemple agricole. Donc, il se trouve que moi, je suis né en 1944. Quand je suis né, 40% de la population française active était agricultrice. Tout le monde avait eu faim. Pratiquement tout le monde. Et tout le monde connaissait les agriculteurs et tout le monde les respectait. Donc, on est passé d'une époque où le sujet était le manque à un sujet aujourd'hui où c'est l'excès. Donc, nous sommes des omnivores, donc on se méfie de ce qu'on mange, donc on a peur de ce qu'on mange. Aujourd'hui, à Paris, il y a 25% des gens qui ne préparent plus jamais un repas. Et nous sommes passés de 40% de la population active agricole à 3%. Les agriculteurs nous ont libérés des contraintes parce que avoir des vaches, c'est une vraie contrainte. Hein. Il faut les nourrir tous les jours, il faut les traire 2 fois par jour, enfin bref. Et donc, cette reconnaissance à l'égard du monde agricole, voilà. Alors, le progrès technique nous a libérés, mais ne nous dit rien du temps libéré. C'est-à-dire, le progrès technique ne vous dit pas du tout ce qu'il faut faire pendant que... Est-ce qu'il vaut mieux traire les vaches ou regarder Facebook? Ça se discute. Hein, donc, voilà. Alors, c'est pareil pour la solidarité. C'est-à-dire que nous avons été... Les gens ne se rendent pas compte. Jusqu'en 1970, notamment dans le monde agricole, il y avait une partie importante des gens qui n'étaient pas assurés sociaux. Moi, j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis. Il faut voir le drame que c'est que de payer pour une journée à l'hôpital 30 000 $. Bon, bref. Donc, et vous citez l'exemple, c'est faramineux, effectivement. Oui. Et donc, nous avons été libérés de tout ça. Et donc, mais aujourd'hui, les jeunes considèrent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Et par ailleurs, une espèce de mythe français qui n'est pas suédois, c'est la Sécu, c'est quelqu'un d'extérieur. Ou l'État, c'est quelqu'un d'extérieur. Alors c'est un très très vieux sujet en France, comme vous le savez. Les pays nordiques, on pense au contraire que voilà. l'État, c'est nous. Et aux États-Unis, la Constitution américaine commence par nous, les citoyens des États-Unis, et la France, c'est la République. Donc on pense qu'il y a un truc abstrait qui s'appelle la République. Monsieur Descartes, il y a quand même une question importante, parce que tout à l'heure, Patrick Tudoret a prononcé le mot de complotisme. Mais il y a quand même une question qui se pose avec les laboratoires. Alors, je disais tout à l'heure que Sanofi a abandonné la production de DTT pour développer des vaccins Penta ou Hexa valeur parce qu'ils sont plus chers. Et en fait, un certain nombre de gens qui ont pris en compte le fait que Sanofi ne produisait plus ce qui était seulement obligatoire DTT, c'est parce qu'ils voulaient gagner plus d'argent. Alors, il y a des associations qui ont porté recours au Conseil d'État pour contraindre le ministère d'organiser la production de vaccins DTP seulement, ça c'était avant le 1er janvier 2018. Alors, est-ce que vous croyez que le poids des firmes pharmaceutiques joue un rôle? Et puisque maintenant nous sommes à 11 vaccins obligatoires, comment est-ce que les firmes pharmaceutiques s'organisent? Est-ce qu'elles vont effectivement délivrer 11 vaccins d'un coup? Ou bien est-ce qu'il va y avoir des délivrances différenciées? Et comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement le faire? Alors, 11 vaccins d'un coup, vous avez posé plusieurs questions. Alors, 11 vaccins d'un coup, ça, je réponds à la partie technique, ça me paraît peu probable parce qu'il y a différentes familles de vaccins selon la manière de les fabriquer. Donc ça me paraît peu probable. Est-ce que l'industrie pharmaceutique veut gagner de l'argent? La réponse est oui. Est-ce que la réponse pharmaceutique veut gagner de l'argent à tout prix? La réponse est oui, quelquefois. Dans le cas précis, je ne peux pas vous répondre. C'est-à-dire, je ne connais pas la stratégie de Sanofi, je ne sais pas. Voilà. Mais nous avons la chance d'être d'avoir en France une industrie qui est productrice de vaccins, ce qui n'est pas le cas de très très peu de pays au monde, hein, dont cette entreprise. Bon, voilà. Donc le problème, c'est comme toujours plutôt du côté des régulateurs. Si vous voulez, l'industrie pharmaceutique se comporte souvent de manière très discutable, notamment d'une manière très très simple. Si vous prenez le cas des hypocholestérolémiants, en fait, ils s'arrangent pour faire baisser le seuil. Donc, alors notamment, beaucoup de ces médicaments ne sont efficaces beaucoup moins souvent qu'ils ne le disent. Par exemple, ils vous disent ça augmente de 50% les traitements. Alors,
En général, c'est vrai, mais il vous dit ça quand ça passe de 1% à 1,5%. Donc ça fait 50% de 1%, c'est 0,5. Voilà. Mais très souvent, donc, vous avez une extension, et notamment dans le cas à l'époque des stérolémies, une extension tout à fait discutable. Par ailleurs, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique est essentiellement... Enfin, mais quand vous étiez directeur général de la santé, est-ce que véritablement vous aviez un poids suffisamment fort vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques quant au prix qu'ils pratiquent? Parce que la question des prix, quand même, sont décisives. Ces 11 vaccins, ils vont être vendus à quel prix? Personne ne l'a dit, personne ne le sait. Alors d'abord, moi, j'étais pas à l'époque, il y avait un directeur de la pharmacie et du médicament, et ce qui est aujourd'hui, ça a été transféré aux agences. Donc, moi, je m'occupais du reste, notamment des hôpitaux, ce qui suffisait à mon bonheur de tous les jours. Mais, alors, votre remarque, c'est pas un prix, c'est un tarif. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Donc, moi, je m'intéresse à quelques objets depuis que je suis né, dans les raquettes de tennis ou les bateaux. Donc, personne ne vous définit le prix d'une raquette de tennis ou même le prix d'une automobile. Donc, c'est un prix. Donc, je rappelle d'ailleurs aux gens qui nous regardent qu'une automobile, avant la guerre de 14, ça coûtait 600 000 €. Donc, bon, oui. Donc aujourd'hui, et pour 10 000 € ou 20 000, on a des choses très bien. Bon, bref. Donc, de temps en temps, ça marche. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'État. C'est la Sécu qui définit le tarif. Donc ça, il faut poser la question. Est-ce que la Sécu est suffisamment forte pour imposer aux laboratoires pharmaceutiques que les prix soient régulés? Souvent, ils le sont. Alors justement, ils le sont. En France, ils le sont. Et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, il y a une bagarre européo-américaine sur ce sujet, qui est une bagarre très violente. Et toute une série de discussions sur les ALENA et le reste à voir avec cette affaire-là. Donc, les Américains, et notamment donc Bush, qui était très proche de la famille Lilly, a fait 2 cadeaux extraordinaires à l'industrie pharmaceutique. Alors, une, c'est qu'il a autorisé la publicité pour les médicaments. Donc, il a augmenté les dépenses pharmaceutiques aux États-Unis de 20% par an au début de ce siècle. Et bien entendu, les boîtes américaines font état de leur prix américain pour dire aux Européens, voilà, c'est ça mon prix. Alors, vous savez que le dernier scandale, parce que je crois que c'est un scandale, c'est le médicament sur l'hépatite. Donc, puisque la boîte américaine qui a acheté une boîte pour 12 milliards de dollars l'a remboursée en 1 an en demandant que le tarif de ce médicament soit de 85 000 $ par an, ce qui était la dose que coûtait un malade atteint de l'hépatite pour être soigné. Bon, alors, en France, on a négocié à 40 000, les Italiens ont négocié à 4 000, et à 900 $, ils gagnent très bien leur vie. Donc, si vous voulez me faire dire que l'industrie pharmaceutique, c'est des saints, la réponse est non. Oui, mais justement, alors, les 11 vaccins, je suppose qu'il y a eu une négociation sur le prix de ces 11 vaccins. Non, et dans cette négociation, ce que je voulais vous demander, c'est, à votre avis, de quels éléments dispose le gouvernement pour être entendu des laboratoires? Il a l'arme atomique, et notamment la possibilité dont il ne se sert pas, et notamment pas dans ce cas de vaccin, de médicaments contre l'hépatite. Mais l'arme atomique, c'est de fixer autoritairement un prix, ce qui est possible. Alors en général, mais il ne le fait pas. Mais chacun sait qu'il ne le fait pas. Oui, mais l'argument utilisé en général, alors c'est aussi assez discutable, c'est d'utiliser des prix moyens. D'utiliser les prix moyens européens, mais si tout le monde fait la moyenne de la moyenne, donc enfin bref. Ouais. Donc de là à vous dire qu'il y a des influences, qu'il y a des bagarres, la réponse c'est oui. Ceci dit, les tarifs ou les prix, si vous préférez, européens sont très inférieurs aux prix américains. Et qu'en France, la bagarre avec l'industrie pharmaceutique, elle est beaucoup plus invisible et à mon avis beaucoup plus profonde. C'est que, donc le paradoxe, c'est qu'en France, on a un prix bas et un volume très élevé. Donc notre niveau de dépenses pharmaceutiques est très élevé parce qu'on prescrit beaucoup. Et l'industrie pharmaceutique s'arrange pour faire prescrire les médecins. Et le sujet central en France de la politique de santé, c'est le contrôle du volume et pas tellement le contrôle des tarifs. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez éventuellement de l'hypothèse d'un service public du médicament. Non, mais ça ne marche pas, parce que historiquement, non, si vous voulez, ça c'est un vieux sujet. Il
Il se trouve qu'il y a assez longtemps maintenant, mais il y a 15 ans, je donnais une conférence. Les vieux sujets ne sont pas forcément. Non, mais je donnais une conférence à Hanoï et je disais que les pays communistes n'avaient jamais découvert de médicaments. Alors, sauf la Chine qui est en train d'en découvrir. La Chine est-elle communiste? C'est discutable. Mais donc, mon interprète m'a dit, mais monsieur, est-ce que je dois traduire? J'ai dit, écoutez, vous pouvez dire que vous m'avez posé la question. Donc, du temps de l'Union soviétique, il y avait un pays qui copiait, qui savait copier, et qui copie toujours d'ailleurs, c'est la Hongrie. Mais il n'y a jamais eu aucune découverte de médicaments dans les pays soviétiques. Alors vous croyez qu'au fond, c'est parce qu'il y avait un service public qu'il n'y avait pas de découverte? Je ne fais pas de lien de cause à effet. Mais je constate. Je constate. C'est un fait empirique. En tout cas, le fait, c'est qu'en économie, le principe de concurrence exacerbe effectivement les possibilités de recherche et d'innovation. Est-ce que nous avons néanmoins un service public en France? Oui. Est-ce qu'on a une expertise publique en France? Oui. Est-ce qu'elle est de qualité? La réponse est oui. Est-ce qu'on se bagarre avec l'industrie pharmaceutique? La réponse est oui. Moi, je me souviens avoir, vraiment devant une très grande entreprise, parce que comme je parle anglais et que j'ai l'air propre comme ça, donc être invité par un conseil d'administration qui avait lieu en Europe, une très grande entreprise, et j'ai montré un diagramme qui avait un lien inverse entre l'augmentation de l'espérance de vie et l'augmentation des médicaments. C'est-à-dire que plus on dépense pour les médicaments, plus l'espérance de vie, moins l'espérance de vie augmente vite, et notamment aux États-Unis. Donc les dépenses de médicaments aux États-Unis ont beaucoup augmenté, mais les Américains qui vivaient 7 ans de plus que nous en 1939 vivent aujourd'hui 3 ans de moins. Et ils consomment beaucoup de médicaments. Donc il n'y a pas de lien entre les dépenses pharmaceutiques et la santé. Alors, oui, Patrick. D'ailleurs, simplement, à lire certaines interviews de Michel Rivasi, qui est donc députée européenne et qui s'est exprimée sur le sujet, eh bien, on dit qu'elle n'est pas radicalement opposée au principe de la vaccination, bien entendu, mais c'est plutôt, ce qu'elle conteste, c'est plutôt le caractère obligatoire, systématique de la multivaccination. Et il faut convaincre plutôt que contraindre. Est-ce qu'on est dans un temps... On sait que la rhétorique de conviction n'est pas... Le temps de la rhétorique de conviction n'est pas celui de la loi. Est-ce qu'on est dans un temps où on a encore le temps de convaincre, de communiquer, de faire de la pédagogie, ou est-ce qu'il faut contraindre ? Non, mais ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'expérience aujourd'hui pour montrer l'échec partiel de la conviction. Donc, je crois que, encore une fois, le rapport, si on veut parler un peu de jargon, coût-bénéfice, est tellement, l'avantage-bénéfice est tellement grand par rapport au coût. Donc vous êtes liberticide. Voilà. Donc, dans ce cas. Monsieur de Kervasdoué est liberticide. Dans ce cas. Pour le bien commun. Oui, dans beaucoup d'autres cas, je ne suis pas du tout. D'accord. Parce qu'effectivement, vous évoquiez le bénéfice, effectivement. Mais donc, le professeur Sansonetti, que nous allons recevoir dans la 3e partie de cette émission, l'a dit, une politique vaccinale, même très ambitieuse, coûtera toujours moins cher que les maladies déclarées chez les milliers de patients qu'il faudra soigner. Et il dit d'ailleurs, l'économie pour 1 euro investi dans un vaccin peut aller de 2 à 30 euros. Oui, c'est ça, mais c'est considérable. Donc, considérable. Si vous voulez, c'est un sujet très connu. En plus, c'est un très vieux sujet. C'est-à-dire que les vaccins que nous utilisons, beaucoup datent d'avant 1930. La polio, c'est 54, mais l'essentiel des autres, c'est dans les années 20, pour être précis, y compris l'utilisation d'adjuvants. Et voilà. Et encore une fois, ce n'est pas un drame. C'est-à-dire qu'on a la chance, nous en France, d'avoir un carnet de maternité. On a la chance d'avoir un suivi des enfants quand ils sont petits. On sait que les enfants, quand ils sont petits, ont à la fois peu de réactions, une très bonne réponse immunitaire. Donc voilà, ce n'est pas un sujet... Vous savez que le sujet qui explique sans doute le fait que près de la moitié des Français est réticente vis-à-vis de la vaccination, c'est la question des adjuvants et notamment de l'aluminium. Alors je voudrais que vous nous disiez en quelques mots ce que vous pensez de cette question, puisqu'il est dit par certains que l'aluminium, en fait, a des conséquences, par exemple, du type sclérose en plaques. Oui, alors... Il y a plusieurs questions derrière tout ça. Il y a la question de savoir ou de connaître l'effet de l'aluminium à certaines doses sur la sclérose en plaques. C'est un sujet tout à fait débattu. Et il y a la question de savoir qui n'est pas la même. Est-ce que l'adjuvant qui est de l'aluminium qui est mis dans les vaccins à une dose telle, a-t-il un effet sur les réactions possibles à l'égard... Alors la réponse
réponse est, me semble-t-il, non. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a une étude relativement récente d'un prof d'Henri Mondor dont le nom m'échappe, enfin peu importe, Guerlain ou Germain, quelque chose comme ça, qui a montré que à partir de 40 souris, qui ne sont pas toutes, donc 8 lots de 5 souris, donc c'est pas beaucoup, hein, il faut au moins 30 en général, mais les souris ne sont pas les mêmes, les doses sont très élevées, que ça pouvait retrouver des traces d'aluminium dans les ganglions, ne veut pas du tout dire que l'aluminium qui est utilisé comme adjuvant dans les vaccins, qui est bénéfique, l'aluminium dans les vaccins, qui est bénéfique parce que ça limite la dose. C'est ça, si c'est un adjuvant, c'est qu'il est utile. Pour l'efficacité. C'est très utile, oui, parce que ça limite la dose de toxines atténuées, ça divise par 5 en gros. Donc c'est très bénéfique. Et la réponse est clairement non. C'est-à-dire que cette étude qui est unique, alors qu'il y en a eu des milliers d'autres qui démontrent que ce n'est pas le cas, de toute façon, même si c'était vrai, ne permet pas de dire que l'aluminium dans les vaccins est toxique. Donc vous récusez absolument l'argument. Moi, je ne récuse pas. Moi, je lis la littérature. Oui, moi aussi. Mais si vous voulez, j'ai lu que c'était plus partagé que vous voulez bien le dire. Non, mais oui, enfin, dans un cas, oui, c'est comme le pâté d'alouette. C'est un cheval et une alouette. Donc, dans un cas, il y a 2 personnes, et dans l'autre, il y en a 10 000. Donc, voilà. Donc, il y a un débat sur ce sujet. Mais encore une fois, ce débat concerne le transfert de l'aluminium et non pas l'aluminium vaccinal. Et encore une fois, la dose qui a été utilisée dans cette expérience, elle est 24 fois supérieure à la dose qu'on a dans les vaccins. Monsieur de Kervas-Doué, est-ce que vous pensez que ceux qui vous ont succédé à la direction de la santé et du médicament ne devraient pas être plus convaincants vis-à-vis de cette presque moitié de Français qui récusent les vaccins? La réponse est oui, mais vous savez, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où des faits empiriques avérés ne sont pas connus. Bon, par exemple, je vais en prendre un. Moi, je me passionne parce que j'ai été regarder ça en oral. Quand est tombé le mur de Berlin, les Russes ont fait un appel d'offres qui a financé l'Union européenne. Donc, je suis allé voir les conséquences d'une catastrophe nucléaire qui s'est passée à Mayak. De l'autre côté de l'Oural, c'est là où le très sympathique M. Beria avait mis tous les savants soviétiques. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne prenaient pas de précautions. Donc, j'ai été regarder les conséquences sanitaires de cette catastrophe nucléaire. Et c'est pas du tout ce qu'on dit. Si vous voulez, quand vous regardez le nombre de morts par kilowatt, le plus dangereux, c'est le charbon. Et le rapport entre le nucléaire et le charbon, c'est 1 sur 4500. Donc le nucléaire est 4500 fois moins dangereux que les mines de charbon. Et ce qui est en train de se... On se moque des mineurs de charbon parce qu'ils ne sont pas chez nous, donc ils meurent ailleurs. Mais j'espère qu'un jour, l'industrie nucléaire sera capable d'en convaincre les Français. Et ce jour n'est pas encore venu. Nous sommes d'accord, parce que c'est une croyance. Si vous voulez, votre idée, donc, c'est qu'il faut détruire cette croyance que les vaccins ne sont pas... Si vous voulez, malheureusement, je reviens à ce que je disais au début de cette émission. Les humains ont inventé une nouvelle manière pacifique de trancher des conflits, pas surtout. Ça ne vous dit pas le bien, ça vous dit simplement le vrai. Donc simplement, il est vrai que l'industrie du charbon est beaucoup plus dangereuse que l'industrie nucléaire. Il est vrai que les vaccins sont bénéfiques pour la santé et que le rapport coût-bénéfice est considérable. Personne n'a réussi à démontrer le contraire jusqu'à présent. Merci, monsieur de Kervas-Doué. Alors, je rappelle que votre livre s'appelle « Qui paiera pour nous soigner ?» C'est votre dernier livre et vous dites que la prévention est presque toujours liberticide dans ce livre. Mais dans certains cas, cette privation de liberté est justifiée. Comme de mettre des cassis sur les routes devant les écoles, c'est justifié. Oui. Merci beaucoup. Sur le grill, deuxième partie, faut-il avoir peur des vaccins? Donc, face à face, Alain Epelboin, vous êtes médecin, anthropologue au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Vous articulez épidémiologie et anthropologie. Vous êtes ethnologue, africaniste, et vous êtes consultant de l'OMS pour la vaccination Ebola. On peut dire que l'une des choses essentielles que vous êtes arrivé à prendre en compte, c'est que pour comprendre l'acceptation ou le refus de certaines populations par rapport au vaccin, il faut être savant dans le système de représentation de l'autre.
et vous montrez comment le système de représentation de l'autre doit être pris en compte pour comprendre comment lui, par exemple, il accueille éventuellement le phénomène vaccin, notamment en Afrique. Et vous avez travaillé en République centrafricaine notamment. Henri Joyeux, vous êtes chirurgien, cancérologue, professeur honoraire de médecine à la faculté de Montpellier. Vous avez publié beaucoup de livres, Changer d'alimentation, c'était chez Pocket en 1994. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce livre qui s'appelle Vaccin, comment s'y retrouver, que vous avez publié en 2015 et aux éditions du Rocher. Tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson, lutter contre le stress, un remède anti-cancer. Tout ça, c'était aux éditions du Rocher. Alors, je voudrais commencer par vous interroger sur quelque chose qui est la pétition que vous avez organisée à un moment donné contre les vaccins. Compte tenu de cette pétition, j'ai lu que vous avez été... Une demande de radiation avait été faite concernant l'ordre des médecins. Cette demande, si j'ai bien compris, a été suspendue parce que donc, la région s'y est opposée, puis ensuite le national. Est-ce que c'était une sanction contre le fait que vous étiez opposé au vaccin? Non, alors d'abord, je ne suis pas contre les vaccins. Bon, ça c'est un premier point. C'est ce que vous dites dans votre livre d'ailleurs. Tout à fait, je ne suis pas du tout contre les vaccins, je suis contre les abus, ce qui n'est pas la même chose. Bon, un peu comme je ne suis pas contre la voiture, mais je suis contre les abus avec la voiture. Il peut y avoir des accidents. Bien. Donc ça, c'est un premier point. Je ne suis pas du tout contre les vaccins, mais j'ai été taxé, si vous voulez, d'un bonhomme professeur de chirurgie, de cancérologie contre les vaccins, ce qui est totalement faux. Deuxièmement, parce qu'on m'a fait passer pour un anti-vaccin, eh bien, le Conseil régional de l'Ordre des médecins de la région Languedoc-Roussillon m'a convoqué, après que je fus contacté et convoqué par le conseil départemental. J'ai répondu aux questions du conseil départemental, ils ont parfaitement compris, et ils ont dit rien à voir. Mais le président du conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte au conseil régional, voyant qu'il n'obtenait pas satisfaction au départemental. Et le régional, si vous voulez, c'est la région moins mon département. Ça veut dire, ce sont un certain nombre de confrères ou de consoeurs qui sont très sympathiques, mais c'est pas sûr qu'ils connaissent à fond le dossier des problèmes des vaccins. Donc ils ont dit, Joyeux, il est contre les vaccins, because le président national de l'ordre des médecins le dit, donc la Bible tombe du national, donc il faut le radier. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que le conseil départemental, du coup, m'a défendu, a fait appel. Et moi aussi, j'ai fait appel, ça a été accepté, évidemment. Ça aurait pu être refusé, mais ça a été accepté. Donc, la radiation est suspendue. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous reprochez au vaccin? Alors, attention. D'abord, vous avez une loi qui était d'une très grande sagesse et qui avait démontré son efficacité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les 3 vaccins. Les 3 vaccins DTP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, polio, obligatoire avant 18 mois. Avant 18 mois, je vous fais remarquer que c'est 18 mois moins un jour, si vous voulez. Mais ça peut être 2 mois. Si vous étudiez le problème des vaccins, comme je l'ai étudié, parce que je me suis rendu compte, je représentais les familles en France, que les familles se plaignaient parce qu'elles ne trouvaient plus. Quelle famille? Vous représentez les familles? Les familles de France. Les familles de France. Et qu'est-ce que c'est les familles de France? Alors, c'est un mouvement qui est libre de tout syndical, de toute politique, de toute idéologie et de toute religion. Et ce mouvement fait que les familles, en tant que président, me demandaient pourquoi on ne trouve plus le vaccin DTP. J'ai dit changer de pharmacie, c'est qu'il y a une rupture du stock instantanée, si vous voulez. Bien. Finalement, j'ai fait ma propre enquête, et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte qu'à partir de 2008, les laboratoires qui fabriquaient le vaccin DTP avaient arrêté la fabrication. Ils ne l'avaient dit à personne, sauf que le gouvernement était au courant. Mais il la fermait pour préparer, après la rupture des stocks qui est arrivée en 2015, l'arrivée de l'hexavalent, du quintavalent, etc. Bon. Donc 5 vaccins, 6 vaccins Donc c'est une arnaque. Attention, c'est une arnaque des laboratoires pharmaceutiques, je vous le dis très clairement, qui a préparé, si vous voulez, le système pour qu'on puisse affoler les familles en leur disant « Ah ben oui, on ne trouve plus le DTP, mais vous l'avez, vous avez même mieux, puisque vous avez le DTP plus 3 autres maladies. D'une part, l'hémophilus influenzae B, comme vous l'avez dit, qu'on peut attraper sous forme de méningite si on est en mauvais état de santé. Deuxièmement, troisièmement ou quatrièmement, puisqu'il y en a 6, vous avez également l'hépatite B. Qu'on veut donner à un gosse de 2 mois ou de 6 semaines, l'hépatite B, je suis chirurgien, je connais bien le sujet, puisque j'ai eu une hépatite B alors que le vaccin n'existait pas. Et donc, ils veulent vacciner les gosses qui peuvent attraper l'hépatite B. Si maman a l'hépatite B ou papa a l'hépatite B, là, il faut les vacciner. Mais sinon, c'est le chirurgien, c'est l'infirmier, c'est l'infirmière, ou c'est le gars qui se drogue. Attendez, à 6 semaines ou à 2 mois, on a le temps. On a le temps. Donc, ils mettent l'hépatite B et ils mettent en plus
on met la coqueluche. Bon, donc vous avez le DTP, plus l'hémophilus influenzae B, plus la coqueluche, plus l'hépatite B. Là-dedans, pour pouvoir stimuler l'immunité, ils ajoutent de l'aluminium. Ils ajoutent l'aluminium. Alors ça, c'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que la ministre vous dit, l'aluminium, vous en prenez tous les jours avec vos casseroles, c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Seulement, ce qu'elle ne dit pas, et qui est pourtant la vérité scientifique, c'est que si vous prenez l'aluminium par voie orale, vous en avez 99,99%, quoi disant 100% à la sortie. Aucun danger. Par contre, si je vous le mets dans le muscle, 3,8 mg d'aluminium dans le muscle par injection intramusculaire pour la vaccination, eh bien, c'est biopersistant. Ça veut dire que vous en avez une partie qui vous reste là, et l'autre partie qui fout dans le corps. À quel endroit va-t-elle? L'os, le muscle où elle reste, mais aussi le rein et le cerveau. Bon. Alors le problème est important. Pourquoi? Parce que figurez-vous que les vaccins vétérinaires contenaient de l'aluminium. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont eu tellement de pépins, c'est-à-dire des cancers qu'on appelle des sarcomes, chez les animaux, dans les 3 ans qui ont suivi la vaccination, dans la zone de la vaccination entre les 2 épaules. Ensuite, 5 ans plus tard, donc les premiers animaux à 3 ans étaient morts, 5 ans plus tard, apparition de sarcomes sur les membres, ou bien dans le thorax, ou bien dans le ventre, sous forme de fibrosarcome. Mon collègue sait ce que c'est qu'un sarcome, ce sont des tumeurs extrêmement graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont supprimé l'aluminium des vaccins vétérinaires. Mais nos enfants, eux, ils ont droit à l'aluminium. C'est clair. Alain Epelboin, au fond, est-ce qu'on n'est pas en face d'un débat de pays riches sur la vaccination? Parce que est-ce que ce débat a la même intensité lorsque vous allez en Afrique, vous qui avez l'expérience des discussions sur la santé en Afrique? Vous savez, la planète est mondialisée. Une épidémie qui démarre ici peut aussi partir ailleurs. On l'a vu pour la grippe H1N1, on l'a vu pour d'autres phénomènes. Donc, de toute façon, rien n'est dissociable. En Afrique, il y a des professeurs joyeux? Ah ben, là, je ne connais pas le professeur Joyeux, mais je suis frappé par l'intensité du discours prosélyte et comme les médecins les plus classiques, la mise en avant de choses effrayantes, des sarcomes, des choses comme ça, une façon de s'appuyer sur des éléments négatifs. Enfin, je ne sais pas, je suis troublé. Je suis troublé de cette mais c'est-à-dire que comme je ne vous connais pas, je décris et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pris le temps avant d'aller regarder sur Internet pour mieux vous situer. Vous irez voir. Mais dans la structure des discours, j'entends ici effectivement un tenant de médecine alternative, on va dire, qui conteste fortement la médecine officielle, qui existe en Afrique, dont vous faites partie. En Afrique, on va retrouver à la fois des oppositions tenant aux représentations de la maladie locale et à l'explication de leur causalité, c'est-à-dire qu'on va penser que, par exemple, que le rétablissement des rapports avec un génie ou la inhalation d'un sorcier prédomine, c'est ce qui est prédominant dans la prévention d'une maladie. C'est la représentation qu'on en a. Ce sont les représentations traditionnelles, mais en Afrique, on va aussi avoir ce que nous avons, nous, ici, c'est-à-dire toute une représentation mondiale qui passe par les films racontant des épidémies, racontant les vaccinations avec des schémas apocalyptiques, et qui deviennent une espèce d'imaginaire collectif qui fait que dès qu'on est en critique, en analyse critique par rapport à l'exercice médical, très rapidement, on met du charbon dans des thèses conspirationnistes qui veulent toujours voir une volonté maléfique derrière toute action. Ceci dit, c'est évident que les intérêts économiques et politiques, que ce soit dans l'industrie du médicament ou l'industrie de la vaccination, sont des éléments absolument prédominants et qu'il y a une démarche citoyenne qui doit empêcher cela. Alors on va prendre un vaccin récent qui aujourd'hui pose problème, c'est le Gardasil. Vous êtes au courant de... il y a eu une pétition qui a été signée très vite par 400 000 personnes. Alors peut-être on peut expliquer de quoi il s'agit exactement. Alors le Gardasil, si vous voulez, d'abord il n'y a pas que le Gardasil, puis là vous faites quelque chose de grave, vous faites de la publicité ou de la contre-publicité, parce qu'il y a 2 vaccins contre le papillomavirus, l'un qui s'appelle le Cervarix, qui est d'origine américaine, et l'autre qui est le Gardasil d'origine française, donc il y a concurrence. D'accord. Il s'agit du cancer non, alors, il s'agit de du col de l'utérus. Pas seulement. Pas seulement. Ce sont des papillomavirus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus chez la femme et du cancer de la zone otorino-laryngologique chez l'homme comme chez la femme. Bon. Et ces cancers-là sont des cancers qui sont des cancers graves, qui sont faciles, si vous voulez, à détecter, mais qu'on peut détecter préalablement déjà chez la femme par ce qu'on appelle tout simplement le frottis cervico-vaginal. Bien. Donc, au fond, on a remplacé petit à petit l'habitude du frottis. Non, on le fait toujours.
Non, non. On le Oui, fait je sais toujours. bien, je sais bien, mais Oui. l'idée de ceux qui étaient pour la généralisation du vaccin, Oui. et ils sont fort nombreux. Vous savez qu'ils veulent vacciner à 9 ans. Oui, je sais bien. Alors, vous vous rendez compte, une gamine vierge, pensez lui dire qu'elle a un utérus et une sexualité possible. C'est pas pensable, effectivement. C'est un scandale. Tout à fait. Non, c'est Et pas ça. nous voyons bien qu'il y a des liens idéologiques Non, pas du qui tout. sont Non, latents non, par non. rapport à l'opposition Attendez. de ce vaccin. Vous mettez Donc, des- personnellement, je ne mais me positionnerai pas en disant qu'il est efficace, pas efficace. Non, mais cher Mais confrère, d'emblée, il vacciner est une efficace. petite fille vierge et penser que ma petite fille puisse avoir une sexualité, ça, c'est Non, quand non, même mais très cher choquant. confrère, là, vous faites vraiment... Vous êtes dans l'illusion totale de l'idéologie. Vous mettez l'idéologie où il n'y en a pas. Mais si, il y a toujours Attendez, des attendez. idéologies, Non, non, monsieur. alors, monsieur. vous êtes idéologue. En histoire mais non, mais en histoire des sciences, quelle que soit l'idéologie, Non, il y a mais toujours attendez, il y a revenons toujours au cancer une du idéologie. col. Le Revenons. cancer du col, à 9 ans, vous voulez vacciner une petite qui est en CM2, parce que CM2, c'est ça, c'est la petite école, n'est-ce pas? Vous voulez la vacciner sans rien lui expliquer, en petite, on te vaccine contre le cancer otorhinolaryngologique ou le cancer du col de l'utérus. Bon, on a le temps. On a le temps. Bon. Donc, il n'y a pas d'urgence à ça. D'autre C'est la part, il y a eu pression des pépins. Non, mais attendez, il y a eu des pépins. Il y a eu des pépins au Japon, il y en a eu au Danemark, il y en a eu dans les pays scandinaves, à un point tel, et c'est là qu'il faut que mon confrère aille regarder de près, que la ministre, par exemple, du Danemark, qui était elle-même une médecin, qui avait poussé à fond à la vaccination, quand elle a vu des pépins, parce que dans les petits pays, ça se sait vite par rapport à un pays de 67 millions d'habitants, vous comprenez? Donc, quand elle a vu ça, elle a dit non, non, interdiction. Alors qu'est-ce que c'est les pépins? Ah bon, les pépins, ça a été qu'il y a eu des décès. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu également dans ces pays-là. Ces pépins, ce sont des troubles neurologiques, ce sont des troubles qui sont liés, peut-être, on ne sait pas trop, à la présence de l'aluminium. Merci pour le peut-être. Non, mais le peut-être est important, bien Oui, sûr. bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des recherches là-dessus. Et ces recherches ne sont pas faites. Pourquoi? Parce que savez-vous qu'aux États-Unis, et ça c'est très intéressant à dire à tous ceux qui nous écoutent, vous avez eu le Congrès américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à obtenir qu'il ne peut pas y avoir de complications liées au vaccin. Le vaccin, c'est la vie. Le vaccin, c'est la guérison. Le vaccin, c'est la prévention. Récemment, aux Philippines, savez-vous qu'aux Philippines, ils ont voulu vacciner contre la dengue. 700 000 gosses ont été vaccinés aux Philippines. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les gosses qui n'avaient jamais eu la dengue ont attrapé la dengue. Alors que si vous vaccinez contre la dengue, c'est pour pas l'avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts, il y a eu des pépins, il y a eu des complications graves aux Philippines, tellement que le gouvernement philippin a fait une enquête et s'est rendu compte qu'il y avait eu des ententes entre le laboratoire qui fournissait et puis un certain nombre de gens qui étaient proches du pouvoir. Bon, donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire je suis contre les abus. Et ces abus, ils sont pas si difficiles que ça à voir. Vous voyez? Non, mais ces deux C'est ça vaccins, le peut-être point clé. il faut expliquer que ces deux vaccins, qui ont pour objectif de faire reculer le cancer du col de Mais l'utérus. c'est même pas sûr. Et attendez, si, je veux dire, il y a une doxa généralisée qui dit que ça fait reculer. Vous le dites, c'est la doxa généralisée, c'est-à-dire c'est l'idéologie qui consiste à dire le vaccin. Les résultats sont là. Oui. Et ce qui est Pas important, toujours. c'est que en fait, avant, ce qui était nécessaire pour éviter le cancer du col, c'était le frottis. Tout à fait. Frottis vaginal qu'on faisait On régulièrement. fait toujours d'ailleurs. Hein, Et alors, on fait toujours. le problème qui se pose, c'est que les femmes qui ne font pas de frottis vaginal sont les mêmes qui ne se font pas vacciner. Enfin, j'en sais rien, non. Ce qui est sûr, vous avez 6 millions de femmes, la plupart des femmes le font. Vous avez 6 millions de femmes actuellement qui font le frottis cervico-vaginal. Ça, il n'y a pas de doute. Et qui permet de repérer quand il y a une anomalie sur le col. Et avant de trouver l'anomalie du cancer en tant que tel, vous avez ce qu'on appelle le pré-cancer. Ça, c'est très important à faire savoir aux auditeurs. Vous comprenez? Le pré-cancer, c'est quoi? Madame, attention, vous n'avez pas le cancer, mais il faut qu'il y ait un traitement précis, peut-être une petite conisation, un petit acte chirurgical, un acte local, et à ce moment-là, vous n'aurez pas le cancer. Donc ça, c'est un point qui est capital. Vous voyez? Alain Pellebois, mais les est-ce que vous labos, savez, ils par veulent pas exemple, ça. que sur ce cancer du col de l'utérus, et ces deux médicaments ont été prescrits, par exemple, au Maroc, et que toutes les petites filles marocaines se font inoculer ce vaccin contre le cancer du col. Donc on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une opération formidable sur le plan des laboratoires pharmaceutiques, Bien sûr. alors qu'on aurait pu expliquer peut-être à ces jeunes Marocaines qu'à terme, le frottis vaginal était au moins aussi efficace. Votre avis? J'ai pas de compétences. Je souligne, comme anthropologue, vous savez, je souligne quand même
ce que j'ai dit, pardonnez-moi de façon un peu polémique, parce que vous passez d'un exemple à l'autre très très rapidement, Oui. et je suis plus habitué à des références très précises, des chiffres très précis, savoir la validité d'une recherche, d'une publication scientifique, parce que comme vous savez comme moi, c'est pas parce qu'une publication est publiée dans une revue à fort impact factor qu'elle est forcément valable, 80% etc. des publications Donc moi scientifiques ce que sont je note, bidons, hein. ce que je note quand même simplement, c'est d'abord que historiquement, les courants antivaccinaux sont fort anciens. Ils ont démarré avec la vaccination générienne, avec la vaccination en Angleterre. Simplement, il y avait une force du pouvoir biomédical qui faisait que, quelque part, ces courants n'existaient pas ou n'avaient pas pignon sur rue. Il y a aussi une évolution des mentalités qui a eu lieu, c'est-à-dire que là où la société autorisait à une certaine époque, entre guillemets, un pourcentage d'accidents, de mortalité, etc., au nom d'une santé publique, les sensibilités ont fondamentalement évolué et ceci est devenu totalement inacceptable. Et puis se développent aussi des courants idéologiques où on va retrouver chez les anti-vaccinaux, je ne dis pas ça pour vous, monsieur, une fois de plus, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas, mais vous savez comme moi qu'on va retrouver des courants traditionnels, très traditionnalistes, qui trouvent que toute une série de choses ne s'inscrivent pas, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans l'Ancien Testament, la Bible, etc., et que du coup, qui vont les contester. On va retrouver ça. Ou dans le Coran. Bien sûr, le Coran, évidemment, mais enfin bon. Donc voilà où on en est. Donc par rapport au cancer du col, moi je remarque simplement le trouble que ça suscite, qui est effectivement de penser une fécondité, une sexualité future des enfants. Et maintenant, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de compétences pour dire que ce vaccin est valable, pas valable. Ce n'est pas mon. Et votre expérience, par exemple, avec le vaccin Ebola contre l'Ebola, c'était laquelle? Est-ce que c'était accepté par tout le monde facilement? Avant l'expérience du vaccin Ebola, il y a l'expérience du vaccin anti-rougeole en Afrique, si vous voulez. Alors là, je vais faire le pathos que je vous reprochais de faire tout à l'heure dans l'accumulation des exemples dramatiques. Mais enfin, vous savez quand même qu'on a vécu une épidémie de rougeole chez les enfants non vaccinés. C'est terrifiant. Des villages entiers, des générations sont décimées. Les séquelles sont monstrueuses. Encore actuellement, je suis un programme d'accès à la santé de Pygmée Aka du nord de la Likwala. Il y a une épidémie de rougeole absolument fondamentale. Donc moi, j'ai été formé à une école pasteurienne et quelque part, pour relativiser mes certitudes scientifiques, je crois aux vaccinations quand elles sont bien sûr, comme une clé de voûte de la santé publique et de la prévention. Je redoute effectivement dans certains cas des mauvaises campagnes de vaccination parce qu'on a inoculé un vaccin où il n'y avait pas la chaîne de froid, donc c'est un médicament menteur. Il y a certainement, il va se développer également de la même façon qu'il y a une industrie des faux médicaments qui ne contiennent rien. Il va y avoir un développement où il y a déjà eu des vaccins qui ont été vendus comme étant efficaces qui ne contenaient rien, en sachant que certaines industries qui fabriquent les vrais médicaments ont aussi la capacité de fabriquer les faux médicaments. Et puis nous savons aussi par les études anthropologiques qui ont été faites en Afrique que les échecs des campagnes de vaccination ne tiennent pas forcément au vaccin, mais à l'organisation, à des personnels qui ne passent pas le jour où c'est prévu, qui découragent la population, qui font payer la vaccination, et que l'organisation même des programmes de vaccination fait que dans certains cas, ils portent en eux-mêmes les racines de leur échec. En ce qui concerne Ebola, on a vu qu'il y a eu une concurrence, c'est un des lieux qui est intéressant. On a vu les Danois produire un vaccin, les Américains, les Chinois produire un vaccin, les Russes produire un vaccin. L'OMS a testé un vaccin. Et malheureusement, ma grande crainte à l'heure actuelle, je ne sais pas si ces vaccins sont efficaces, pas efficaces, l'avenir le dira, c'est que les courants antivaccinaux se développent à l'échelle mondiale de telle façon que même si on disposait d'un vaccin efficace sans effet secondaire contre Ebola, une très grande population, des populations périphériques qu'on voudrait vacciner, dirait si vous nous vaccinez, vous allez nous apporter la vaccination. Et c'est ce qu'on a vu très récemment à Madagascar, lors de la dernière épidémie de peste qui vient d'avoir lieu, où une rumeur, à un moment donné, les classes avaient été interrompues, il y a eu une rentrée des classes. Il y a eu une rumeur de panique qui est partie d'un blogueur Internet,
disant qu'on vaccinait de force les enfants contre la peste, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y avait un vaccin autrefois mais qui a été abandonné parce que fake news, et un mouvement de panique totale s'est mis en place. Les mêmes mouvements de panique auxquels nous avions assisté en Guinée lors de l'épidémie d'Ebola, lors de la reprise des cours, lorsqu'on prenait la température des enfants avec un thermoflash, et où les volontaires de la Croix-Rouge qui faisaient ça étaient accusés de transmettre la maladie ou de pomper la force vitale. Donc à l'heure actuelle, ça signifie qu'en santé publique, face à des épidémies émergentes, il faut construire des stratégies, parallèlement à des stratégies basées sur la vaccination et des médicaments efficaces, des stratégies qui permettent de gagner la confiance des populations. Et là-dessus, les épidémies précédentes nous ont montré à quel point on était mauvais. Monsieur Joyeux, je voudrais vous entendre sur ces stratégies pour gagner la confiance de la population. Vous dites que vous êtes pour les vaccins, oui. Vous n'êtes pas contre. Oui. Alors, comment préconisez-vous une stratégie pour gagner les populations? C'est pas très compliqué. Vous avez des médias fabuleux. Le problème, c'est qu'il faut informer les gens, et les gens sont intelligents, ils ne sont pas du tout idiots. Les mamans comprennent parfaitement quand c'est utile, quand c'est abusif. Il faut leur expliquer les choses d'une manière claire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des explications claires. Je viens de signer et de lancer avec le professeur Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, vous le savez comme moi. Qui connaît... Oui, d'accord, mais c'est pas le prix Nobel qu'on est compétent. Non, d'accord, mais il connaît l'immunité, puisque c'est lui qui a trouvé le vaccin, le virus contre le sida. Sida, c'est le syndrome d'immunodépression active. S'il ne connaît pas l'immunité, personne ne la connaît. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons étudié ensemble, de façon extrêmement précise, l'état actuel de la vaccination en France. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Bon, le TTP, ça marchait parfaitement. Est-ce que vraiment, la question c'est ça, quand vous étudiez le carnet de vaccination depuis une dizaine d'années, je vous conseille, puisque vous êtes anthropologue, de le regarder de près, c'est que vous voyez que c'était 18 mois, c'est passé à 14, 12, 7, etc. Et on tombe à 2 mois, et on veut vacciner maintenant, alors qu'on n'a absolument pas de recul contre la coqueluche pendant la grossesse. Vous me suivez? Bon. Tout ça, c'est un pognon monumental. Je ne suis pas du tout contre l'argent. Je ne suis pas du tout contre le fait que les laboratoires fassent de la recherche. Ils ont besoin de pognon et ils ont besoin de trouver des bonnes choses. Mais je ne suis pas pour qu'on exploite le grand public, qu'on exploite les gosses, qu'on exploite les mamans, qu'on exploite les familles. Ça, c'est de l'exploitation. Et si vous voulez, ce que je crois, c'est que nous avons lancé un appel à la raison. Cet appel à la raison, vous le regarderez, il est sur Internet, il a été immédiatement signé par 7000 professionnels de santé. C'est-à-dire des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens auxquels on impose maintenant la vaccination. Résumez-le. C'est très simple. C'est l'explication scientifique avec les références scientifiques, d'une part des complications des vaccins quand ils sont donnés de manière abusive, d'autre part le problème de l'aluminium, et enfin la mort subite du nourrisson qu'on nous cache. Ça ne veut pas dire que le vaccin donne une mort subite du nourrisson, mais il y a des cas. Car le système immunitaire d'un enfant, et là c'est important qu'on en parle en tête-à-tête avec mon collègue comme avec d'autres collègues, c'est que le système immunitaire d'un enfant, il se construit. Il se construit comment? Il se construit pendant le temps de la grossesse, c'est-à-dire les 270 jours, les 9 mois, plus encore 2 années. Pour qu'un système immunitaire d'enfant soit totalement fait, les pédiatres le savent, mais n'osent pas trop le dire, il faut 1000 jours après la conception. C'est comme ça que vous pensez qu'on va arriver à convaincre les gens? Parce que la question, c'était quand même comme... Non, mais là, on parle aux médecins. Oui, mais là, vous repartez dans une énumération... Non, mais on parle entre confrères. Donc, la question, comment faire passer les vaccinations auxquelles vous croyez? Attendez, laissez-moi finir. Les 1000 jours, c'est les 270 jours de la grossesse, plus 2 années, 365 jours. Un gosse, il a son immunité qui est faite à 2 ans. Qu'est-ce qu'on dit maintenant aux mamans quand le petit vient de naître? Vous n'expliquez absolument pas la nécessité du vaccin. Vous ne répondez pas à ce que vient de dire Alain. Je vous dis, le vaccin, il faut vacciner avant 18 mois, avant 2 ans. Donc comment convaincre les gens? La question, c'est, puisque vous êtes croyant comme moi dans l'efficacité, pas forcément des mêmes vaccins, comment obtenir que la population se fasse vacciner? Le meilleur de tous les vaccins, d'abord, s'appelle l'allaitement maternel. Ça, c'est le meilleur de tous les vaccins. On parle des vaccins, on parle de la grippe aviaire, on parle de la rougeole, on parle... Mais c'est un vaccin, mais vous voyez, ça les ennuie, ça. Mais l'allaitement maternel. Qui fait que ça ennuie qui? Non, comme par hasard, je vois bien... On est tout à fait d'accord sur l'allaitement maternel. L'allaitement maternel apporte à l'enfant les anticorps que la maman a. D'accord. Bon. Et ça, l'allaitement maternel, l'OMS le dit, vous faites partie de l'OMS, vous en avez fait partie, 6 mois intégral, plus 1 année matin et soir avant de partir au boulot, au retour du travail. Avec ça, le gosse, il est couvert. Il est couvert quasiment sur les 2 années. Est-ce que ça vous paraît performant maintenant de demander à chaque Français de vacciner ses enfants avec 11 vaccins?
Non, alors, attendez, je ne suis pas du tout d'accord pour la vaccination contre l'hépatite B. Absolument pas d'accord. D'accord. Je dis que celle-là, elle est dangereuse. Hein. D'accord, donc vous êtes contre l'hépatite B, ensuite. Oui. Alors, le ROR, tout à fait d'accord, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, tout à fait d'accord. Sauf que vous ne vaccinez jamais un enfant qui est dans un état de fragilité. Exemple, vous avez eu récemment, en Suisse, c'est important de le dire, on a dit qu'il y a un enfant qui est mort, qui a été vacciné par la rougeole. Il n'est pas mort de la rougeole, il est mort parce que cet enfant, malheureusement, avait une leucémie. Et que quand l'enfant a une leucémie, il a une chimiothérapie. Je suis cancérologue, je connais bien le sujet. Et quand vous êtes sous chimiothérapie, il ne faut surtout pas vous vacciner parce que vous avez un état immunitaire trop faible. Donc le gosse vacciné avec un vaccin qui contient un virus atténué, quand vous donnez un virus atténué à quelqu'un qui a une immunité faible, vous stimulez la maladie. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous, vous arrivez à convaincre les populations, vous pensez qu'il faut convaincre les populations africaines de se faire vacciner. Ah ben, qu'est-ce que vous utilisez comme argument? En fait, vous savez, globalement, il n'y a pas vraiment besoin de les convaincre. Ebola, c'est particulier, parce que, si vous voulez, ça serait comme un vaccin contre le sida, ça voudrait dire on a du sida chez nous, on a de l'Ebola chez nous. Mais les autres vaccinations, c'est simplement une question de qualité de l'organisation et de disponibilité des produits. La polio. Je veux dire, tous les autres vaccins. Donc, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, en dehors de certains courants idéologiques par rapport à la poliomyélite de courant intégriste islamique contre l'un, il n'y a pas d'opposition à la vaccination. Parce que les intégristes les analyses sont entre contre la poliomyélite. Pardon. Les intégristes. Vous savez, Oui, c'est un peu contre tout. Il y a eu des vaccinateurs au Pakistan qui ont pas été écrit dans tués. le Il y a des Coran, donc vaccinateurs voilà, qui ont été. c'est comme ça qu'ils raisonnent. Non, c'est pas que c'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans leur interprétation du Coran. C'est pas ce qui n'est pas la même chose. Parce que l'immense majorité des pays musulmans acceptent très volontiers les vaccinations. J'étais au Bénin récemment, je l'ai vu qui n'est pas parfaitement. musulman. Oui. Donc, en fait, quand la vaccination est bien faite, bien organisée, et je dirais globalement avec un minimum de confiance dans les acteurs de la santé publique qu'on peut aussi consulter pour des maladies, il n'y a aucun problème. Ou c'est minoritaire. Vous êtes d'accord avec ça, Tout à fait. Mais moi, par exemple, vaccin contre l'Ebola, il faut le faire. Mais l'Ebola, nous ne l'avons pas heureusement en France. Bon, donc il a été fait, il a été efficace. Donc il est absolument certain que la recherche contre les vaccins est absolument indispensable, qu'il y a des vaccins qui sont utiles, mais on oublie beaucoup de dire, et là l'anthropologue doit le savoir mieux que moi, c'est que l'hygiène a été un facteur fantastique pour réduire les maladies. Extrêmement important. Mais on n'a jamais fait une étude pour dire, voilà ce que l'hygiène à elle seule est capable de réduire comme maladie. Par exemple, en Afrique, quand vous pensez qu'ils n'ont pas l'eau courante, c'est impensable par rapport à ce que nous voyons chez nous. Quand vous voyez que les femmes vont au puits pour tirer de l'eau et qu'il n'y en a pas assez quand toutes les familles y sont passées parce qu'il fait une chaleur torride, etc., la première des choses, c'est de leur mettre l'eau courante. Bon, l'hygiène dans ces pays-là, malheureusement, n'est pas suffisamment en place. Donc, quelle est la qualité, si vous voulez, de l'efficacité de l'hygiène par rapport à la vaccination? Personne ne l'a étudié. Mais je suis pour la vaccination. Et en Afrique, j'étais récemment au Bénin. Et je peux vous dire qu'on m'en a parlé. Et j'ai dit que j'étais tout à fait favorable. Aucun problème. Merci à tous les deux. Alors, je rappelle que le livre de professeur Joyeux s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver » en 2015. Oui, parce que c'est une forêt vierge. Il est publié aux éditions du Rocher. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Faut-il avoir peur des vaccins? Troisième partie. Notre grand témoin est Philippe Sansonetti. Bonsoir Philippe Sansonetti. Vous êtes médecin, chercheur en microbiologie et aussi en immunologie. On peut dire que l'immunologie, vous l'avez, disons, tétée à l'Institut Pasteur, et c'est là où vous avez été formé. Vous êtes aujourd'hui professeur au Collège de France depuis 2008. À l'OMS, vous avez été président du comité de pilotage sur le développement des vaccins contre les maladies diarrhéiques. Et on peut dire que le livre que vous avez publié, qui s'appelle « Vaccins » chez Odile Jacob, pourquoi sont-ils indispensables ? C'est une réponse à beaucoup des questions que nous avons posées au cours de cette émission. Et vous allez nous aider, au fond, à faire le point. Vous avez travaillé sur la bactérie Shigella, une bactérie qui est responsable de la dysenterie. Et on peut dire que vous combinez biologie moléculaire, génétique bactérienne, biologie cellulaire et immunologie. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est, résumons-nous, le vaccin, c'est le pilier de la santé publique avec l'hygiène, et c'est un point très important. Si on veut parler de santé publique, il faut respecter les vaccins, et au fond, c'est une question de prévention absolument fondamentale.
Oui, je pense qu'on a souvent tendance, on l'a entendu d'ailleurs dans la discussion précédente, à isoler les stratégies. Au fond, il n'y a pas d'antagonisme entre l'hygiène et les vaccins. Une bonne politique de santé publique, elle associe les deux. Elle associe d'ailleurs un troisième pilier qui est la thérapeutique et la maîtrise des thérapeutiques, en particulier antibiotiques, pour ce qui concerne les maladies infectieuses. Donc il n'y a pas véritablement de sujet là, il y a simplement une politique de santé publique qui doit intégrer l'hygiène et les vaccins. Et la disparition, voire l'éradication de certaines maladies infectieuses, elle est liée à la combinaison des deux. Alors disparition de maladies infectieuses, mais en même temps, on ne voit plus le danger compte tenu de la disparition. Et par exemple, on parlait de la rougeole au début de cette émission. 2008-2015, épidémie de rougeole. En fait, la vaccination contre la rougeole était insuffisante et on n'arrivait pas à en convaincre les gens, d'où la rougeole dans les 11 vaccins obligatoires. Oui, ça fait partie, c'est un exemple typique. Alors la rougeole est un marqueur aussi de la couverture vaccinale dans la mesure où, comme c'est une maladie extrêmement transmissible, il faut une couverture vaccinale très élevée. Il y a une équation très simple dont je vous ferai grâce, mais qui montre qu'en tout cas pour la première dose, il faut 95% de couverture. Donc si on n'est pas là, on voit apparaître deux choses. On voit apparaître une baisse globale de la couverture vaccinale qui se combine avec des poches de non-vaccination totale, qui font réservoir. Et la maladie réapparaît. C'est comme du papier à musique. Je dirais c'est réglé. Donc voilà, il faut aussi avoir un petit peu d'objectivité et de connaître disons, les paramètres de cette situation. Et, l'hygiène, là, par exemple, c'est une situation où l'hygiène fait peu, puisque, au fond, la rougeole est toujours là, malgré quand même une situation en matière d'hygiène qui est plus que favorable. Patrick Dudoret. On le voit bien actuellement avec cette reviviscence de la rougeole dans la région bordelaise, avec 200 cas, je crois, c'est le dernier. Dans toute l'Aquitaine. Voilà, et vous le dites très bien, il y a une précision qui est à donner, et vous le dites très bien dans votre livre, très importante. La disparition de certaines maladies ne veut pas dire éradication. Ouais. Vous dites l'éradication, c'est le Graal de la santé publique, mais le seul cas de vraie éradication, au fond, dans l'histoire, c'est celui de la variole, par le pionnier Jenner, que vous admirez beaucoup d'ailleurs, que vous aimez, dites-vous. Et donc, il y a là donc, un rappel à l'ordre, c'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas d'éradication. C'est-à-dire que certaines maladies, et on le voit avec la rougeole, peuvent revenir. Bien sûr, il faut comprendre le fait que les micro-organismes circulent. Alors, un cas typique qui est peut-être en voie de finalement reproduire le succès de l'éradication de la variole, c'est la poliomyélite. Mais au prix d'une action internationale d'une taille, d'une envergure et d'une durée absolument étonnante. On est à 99, quelque chose % du succès, mais on n'y est pas encore. Et si on veut véritablement éradiquer, il faut éliminer le dernier des derniers 3 sérotypes qui continuent à circuler. Alors c'est sûr, si demain on arrête la vaccination contre la polio en France, il prendra sûrement une petite génération pour que la population devenant vierge en termes de protection redevienne largement sensible à la réintroduction par des poches de non-vaccination sur la planète. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, avec la globalisation des transports, il y a quand même eu 3 milliards de passages aériens en 2014 ou 2015. Ce qui apparaît quelque part aujourd'hui au fin fond de l'Afrique va apparaître en Corée du Sud ou en Europe ou aux États-Unis, au Canada, le lendemain matin. Donc il y a une globalisation qu'il faut prendre en considération. Certes, la polio reviendrait probablement progressivement et tardivement, mais elle reviendra. Donc il va falloir recommencer à zéro. Vous évoquez 2 à 3 000 cas par an encore. Bien sûr, oui, pour des raisons ou d'autres, dans des régions très instables, en Afghanistan, au Pakistan. L'un des problèmes essentiels, c'est quand même la question de la pédagogie. Ouais. Et vous expliquez dans votre livre qu'il faut faire la part entre l'égoïsme ou la négligence et le civisme, le dévouement à la communauté. Comment faire pour que, au fond, on vive la vaccination, enfin les gens qui sont réticents à la vaccination, le vivent comme, au fond, quelque chose qui est essentiel pour eux et pas seulement pour les autres. Parce que qu'on leur dise pour les autres et que ça ne marche pas, on peut l'entendre, mais pour eux. Oui. Bon, je pense que ce n'est pas très difficile de très objectivement expliquer aux parents, à la population, aux médecins. Parce qu'au fond,
ceux qui sont en première ligne dans finalement l'explication et dans la prise en compte de l'angoisse très compréhensible de parents avant la vaccination, c'est les médecins. C'est vraiment eux qui sont au centre du dispositif. Si les médecins sont convaincus, si les médecins connaissent bien la problématique de la vaccination, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, malheureusement, parce que c'est au fond relativement peu enseigné dans les écoles de médecine. Vaccination et santé publique, d'ailleurs. C'est joyeux, il y a beaucoup de médecins qui ont signé sa pétition. Oui, ce qui est un petit peu bizarre. Je voudrais savoir d'abord comment et dans quelles conditions cette pétition est signée. Je voudrais d'ailleurs rajouter un tout petit point qui, très sincèrement, avec tout le respect que je peux avoir pour mes collègues, me scandalise, c'est que cette pétition, et M. Joyeux n'en a pas parlé, insinue dans plusieurs paragraphes auprès des médecins le fait qu'en vaccinant les enfants, s'il y avait des effets secondaires, ils risquent d'être sous le coup de procès et d'actions en justice qui seront intentés par ce qu'on appelle des action groups maintenant, par des associations. Et ça, moi je ne suis pas un spécialiste véritablement de ces problèmes de droit et de droits médicaux, je pense que c'est quelque chose de grave. Vous voulez dire par là qu'au fond, c'est pour essayer de faire appel à... C'est cette ambiance permanente, à la fois de création de peur illégitime et maintenant de menaces, qui me paraît extrêmement douteuse. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il faut effectivement que les médecins soient véritablement extrêmement bien formés dans un monde de la médecine qui devient extrêmement complexe, que les parents, par le médecin ou directement, puissent l'être aussi. Et on voit l'État maintenant faire des efforts, on voit des sites web, on voit des infos vaccins, services, on voit la Santé publique France qui s'est véritablement mis là-dessus. Et puis il faut que les anti-vaccins arrêtent de dire des bêtises. Alors Philippe Sansonetti, il y a un point sur lequel il faut vraiment faire la clarté, c'est la question de l'aluminium. Oui. Et la question, au fond, de ce qui accompagne les vaccins en général. Vous répondez à cette question à la fin du livre. Alors, comme on dit toujours, oui. Moi, je voudrais répondre comme je fais d'habitude et peut-être avec vous aller un tout petit peu plus loin. Le premier point, c'est, effectivement, on le dit, on le redit, les sels d'aluminium sont utilisés comme adjuvants vaccinaux depuis plus de 80 ans maintenant, quasiment 90 ans. Bon, si l'Armageddon dont on nous parle sur la santé des enfants était une conséquence des sels d'aluminium, je pense que depuis maintenant 5 générations, on le saurait. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, tous les travaux de toxicologie faits par des organismes renommés ou repris par des organismes renommés comme en France, l'Académie de pharmacie, l'Académie de médecine ou à l'échelle internationale l'OMS, ont dit qu'il n'y avait pas d'effets secondaires qui puissent être rapportés de façon objective, avec un lien de causalité, aux sels d'aluminium, hormis les effets secondaires locaux, parce que c'est un adjuvant, parce qu'il stimule l'immunité innée locale, donc une petite boursouflure et de la fièvre. Donc ce qui a été dit par Joyeux sur l'os, la manière dont l'os est touché... Ça, ce sont des fantasmes. Il n'y a absolument aucune évidence. Alors il prend comme exemple les vaccins animaux, les vaccins vétérinaires. C'est une partie très particulière qui sont les chats. Et les chats, on le sait, sont extrêmement sensibles aux injections locales sous-cutanées ou intradermiques. Et à force de ces injections, et on les vaccine généralement au même endroit, ils finissent par développer ces histiofibrosarcomes, d'ailleurs avec ou sans aluminium. Alors il y a un laboratoire... je ne citerai pas le nom, qui a cessé les sels d'aluminium parce que, bon, sous la pression, on pensait que... C'est spécifique au chat, donc... C'est spécifique au chat. Alors peut-être il y a quelques cas chez les chiens, mais enfin c'est vraiment le chat a quelque chose de particulier. Bon, voilà, alors on peut aller ensuite... Bon, je veux dire, les sarcomes chez l'homme, on sait bien que les sarcomes osseux, c'est quand même des tumeurs d'origine génétique, sarcome de Wilms. Les sarcomes des tissus mous, c'est essentiellement dans le cadre aussi de maladies génétiques. Et puis, il n'y a pas d'évidence. Alors, on lance comme ça des choses pour faire peur. C'est du sophisme. C'est-à-dire que ne pouvant pas passer un raisonnement de façon régulière avec des liens de causalité entre les diverses propositions de ce raisonnement, à un moment, on saute l'obstacle en faisant sur l'émotion. Ou voilà, sur la puissance intellectuelle. Alors, monsieur le professeur a dit, ou le sarcome, ou la mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson, quand vous prenez les études qui ont été faites ces dernières années, elles montrent au contraire
qu'il y a moins de morts subies du nourrisson chez les enfants, chez les nourrissons vaccinés. Et pas de petit pourcentage, de l'ordre de 40%. Et ça a été fait au Royaume-Uni, ça a été fait en Europe, ça a été fait dans d'autres pays sur la planète. Donc, pourquoi lancer ce genre de fake news, comme on les appelle maintenant? Alors, attendez, moi je vous pose la question. Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi lancer ce genre de fake news? Moi j'aimerais que vous me répondiez. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'anti-vaccination, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je suis médecin et je m'occupe de maladies infectieuses et j'essaye de comprendre les mécanismes des maladies infectieuses, de comment on se protège des maladies infectieuses et du rôle du vaccin dans la prévention à la fois individuelle et collective. Moi, qu'il y ait des personnes qui, pour une raison qui m'échappe, soient dans ces positions de tétanisation, sans jeu de mots, contre la vaccination, je ne comprends pas. Mais simplement, je sais que ça a toujours existé. Au XIXe siècle, il y avait un courant très fort contre la vaccination, contre la variole, avec, au fond, les mêmes thèmes, c'est-à-dire cette interface extrêmement difficile à gérer entre la liberté individuelle, l'intérêt collectif, et le fait que la notion d'intérêt collectif soit reprise pour la santé publique par les États, et donc l'imposition par l'État comme le disait M. Kervas-Doué tout à l'heure, d'activités qui sont vécues comme liberticides. Ouais. Vous venez de le dire, il y a toujours eu une défiance, il y a toujours eu des anti, etc. Sachant qu'aujourd'hui, les chambres d'écho, évidemment, sont infiniment plus nombreuses. Et donc, on les entend plus. Il y a un activisme quand même beaucoup plus fort. Oui, alors, je sais que vous déplorez le fait, dans certains médias en tout cas, de sacrifier la raison et d'aller plutôt vers l'émotion. Et vous évoquez d'ailleurs, vous dites, vous déplorez la sophistique déployée dans certains médias pour instiller le doute. Et vous citez une affaire connue qui est Wakefield en 98, avec le lien du vaccin RER, enfin rougeole, voilà, au rayon rubéole à l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est une affaire un petit peu exemplaire? Oui, c'est une affaire exemplaire. Bon, peut-être elle est plus caricaturale, à la limite, que j'espère exemplaire. Mais elle a impliqué le Lancet, qui est quand même Elle a impliqué un grand journal de référence, qui est le Lancet, où, oui, dans les années 90, monsieur le docteur Wakefield a voulu établir un lien de causalité entre, au fond, le virus atténué qui vaccine contre la rougeole et la survenue de ce qu'il appelait une entéropathie autistique, c'est-à-dire que le virus se développait dans les ganglions associés aux muqueuses intestinales et que par un mécanisme non prouvé, il causait l'autisme chez les enfants. Stress considérable. Au Royaume-Uni, la vaccination contre la rougeole s'est effondrée dans les mois qui ont suivi ce papier et tout, bien sûr, le buzz qui a été fait autour de ça. Et à la limite, c'est compréhensible. Sauf que tout ça a été truqué. D'abord, les effectifs étaient très faibles. Deuxièmement, donc, les chiffres n'étaient pas véritablement significatifs. Et puis, troisièmement, il y avait eu... au-delà peut-être de certaines manipulations, puisque très vite des collaborateurs se sont dédits de leur présence comme co-auteurs de ce papier, des éléments d'éthique extrêmement limites, des ponctions lombaires faites sans autorisation de comité d'éthique et des choses comme ça. Donc, certes, tout ça, le soufflet est retombé, si je puis dire, et il a fallu 10 ans. Il a fallu 10 ans pour que le Lancet retire cet article. Et les dégâts sont là. Est-ce que vous ne croyez pas que, au fond, une des questions qui est posée, c'est la question des conflits d'intérêts? C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours une certaine suspicion, compte tenu de la puissance des labos pharmaceutiques vis-à-vis d'eux, et on pense toujours que d'une manière ou d'une autre, un certain nombre de ceux qui disent l'efficacité des vaccins sont, au fond, stipendiés par l'industrie pharmaceutique. Excusez-moi d'être caricatural, mais il y a cette pensée chez beaucoup de nos concitoyens. Vous avez raison de la soulever, parce que je pense que ça fait partie, effectivement, d'un argumentaire très fort déployé par les anti-vaccins. Monsieur Joyeux dit qu'il n'est pas contre les vaccins, mais enfin, avec des amis des vaccins comme M. Joyeux, les vaccins n'ont pas besoin d'ennemis. Je pense que, franchement, là, il y a beaucoup à dire.
Mais bien sûr qu'il y a un problème industriel. Bien sûr que le développement de l'ambiance de business autour de la médecine, en particulier aux États-Unis, crée le trouble dans la population. Moi, je le comprends très bien. Vous savez, moi, je suis honnêtement un pur académique. Assistance publique des hôpitaux de Paris, Institut Pasteur, Collège de France, ça ne m'empêche pas d'avoir, de par mon raisonnement et ma formation scientifique, d'être favorable à la vaccination. Mais ça n'a rien à voir avec l'influence d'un quelconque laboratoire. Je le dis même en plaisantant souvent, vous avez eu la gentillesse de parler de nos travaux sur Shigella et sur la dysenterie bacillaire. On travaille sur le développement d'un vaccin contre la dysenterie bacillaire qui, maintenant, après le vaccin rotavirus, est la cause principale de diarrhée grave dans les pays en voie de développement, disons. C'est pas un marché, ça. Les industriels ne courent pas après vous. Et quand j'en parle, avec un petit peu d'humour, en tout cas, j'essaye de mettre un petit peu d'humour de temps en temps dans tout ça, parce que sinon c'est un peu pesant. Je dis que je suis plutôt en conflit de désintérêt avec les industriels qu'en conflit d'intérêt. Donc il faudrait quand même que nos concitoyens pensent que tout le monde n'est pas dans ce trip et que la grande majorité des scientifiques qui prennent position sur ces sujets ne sont pas manipulés par les industriels. Ça, je trouve que c'est... Maintenant que les industriels doivent balayer devant leur porte, ça, c'est un autre sujet dont on pourrait faire une autre émission, c'est clair. Alors, il y a une question quand même que je voudrais vous poser, qui est liée à l'éthique médicale, qui pour vous est importante. En 2002, vous vous souvenez de cette loi Kouchner qui disait qu'il était indispensable, à mon avis c'est un très grand progrès, qu'on demande leur avis aux patients pour toute initiative concernant la santé. Et donc, il faut qu'il y ait un consentement libre du patient. Est-ce que vous ne pensez pas que l'obligation vaccinale, telle qu'elle est proposée par Mme Buzyn, pose un problème, dans la mesure où on est exactement à rebours de ce qu'a imposé Kouchner en 2002, qui n'a pas, hélas, toutes les conséquences qu'on espérait, parce que pour l'instant, ça ne marche pas tellement, et qu'on fait bon marché souvent du consentement libre et éclairé du patient pour beaucoup d'affaires, où on ne lui explique pas tout. Et là, l'obligation vaccinale va à l'encontre de la loi Kouchner. Ah oui, ça prouve peut-être que ces lois qui sont faites comme ça, souvent dans l'immédiateté, n'ont pas pris véritablement en compte l'ensemble de la dimension et de la complexité de la santé publique. Je crois que la santé publique, c'est quelque chose qui est, je le dis aussi dans mon ouvrage, extrêmement complexe, extrêmement fragile, qui nécessite effectivement une adhésion de la population. Et si on en vient à l'obligation vaccinale, pour moi, l'obligation vaccinale, c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec de décennies d'insuffisance par rapport au vaccin, en tout cas, d'éducation, de formation. L'État, je pense, c'est trop facile de dire toujours c'est de la responsabilité de l'État, mais a été trop absent de ce champ-là. Peut-être parce qu'on pensait qu'au pays de Pasteur, le vaccin, c'était une espèce de sanctuaire auquel personne ne toucherait. Ben non, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que... Un constat d'échec, d'ailleurs, que on l'a dit, plusieurs pays ont fait, dont bien l'Italie, sûr, l'Allemagne. Et sont tous, ils le traitent à leur manière. Alors nous, on le traite avec l'obligation. Pour moi, l'obligation... Il y a eu une concertation citoyenne qui a conclu à la nécessité, en tout cas temporaire, de l'obligation de manière à restaurer la couverture vaccinale, à se donner le temps d'expliquer. Et moi, mon vœu le plus cher, je vous dirais très sincèrement, c'est qu'on puisse, dans les années qui viennent, abandonner cette obligation qui, effectivement, pose problème. Pour l'instant, je pense qu'elle peut amener un certain confort aux médecins, qui peuvent, dans cet argumentaire, certains pédiatres, je parle avec des collègues pédiatres, on se parle beaucoup, vous savez, depuis plusieurs mois, on se parlait déjà avant, mais là, vraiment, on s'y est mis avec des anthropologues, avec des pédiatres, avec des scientifiques, on essaye de réfléchir, parce que nos objectifs, encore une fois, ils sont la santé de nos enfants. Voilà, il y a cette nécessité d'expliquer. Il faut reprendre, je pense, tout à zéro. On a pris beaucoup de retard. Ça ne se fera pas tout de suite. Ça se fera peut-être en une génération. Mais l'objectif, c'est certainement de ne plus avoir cette obligation dans les années qui viennent. Moi, ma seule angoisse, au fond, c'est que ça ne marche pas bien, tout ça, et que notre population, nos concitoyens redécouvrent les maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'en fait, on redécouvre l'intérêt des vaccins
par la mauvaise expérience d'avoir laissé les maladies infectieuses revenir. Si je dois vous citer, vous dites pourquoi vacciner mon enfant contre des maladies du passé, se demandent certains parents, et vous dites qu'il y a un vrai défi sociétal dans le fait de gérer collectivement cette période historique de transition et de doute, car les maladies infectieuses risquent de revenir. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit. Mais alors, il y a quand même un problème, c'est que justement, prenez une vaccination qui n'est pas obligatoire, la vaccination contre la grippe, qu'on propose donc à des anciens, à des vieux. Vous êtes vieux, on vous propose d'être vacciné contre la grippe. En général, ce vaccin est fait sur la grippe de l'année d'avant, puisque le vaccin, il s'appuie sur la grippe de l'année d'avant, qui n'est pas exactement la grippe de l'année qui commence. Et est-ce que vous ne pensez pas que là, finalement, il y a un abus, parce qu'on n'explique pas bien cette question, et qu'en fait, la vaccination ne couvre pas totalement la maladie, et que dans la mesure où on ne la présente pas de façon pédagogique, eh ben, on nuit terriblement au vaccin. Sans doute, oui. Je pense qu'il faut qu'on balaye devant notre porte aussi et qu'on se fasse mea culpa, si on peut dire, sur le fait peut-être d'avoir relativement mal communiqué. C'est un problème très compliqué. Moi, mon bouquin était plus sur la pédiatrie, sur les enfants, moins sur la grippe. Mais la grippe est un cas effectivement typique de la complexité, parce que vous avez la grippe saisonnière qui revient tous les ans, effectivement décalée peut-être en matière d'évolution des sérotypes. Et puis, il y a les grippes pandémiques, c'est pas la même chose. D'un seul coup, c'est un nouveau sérotype qui débarque avec beaucoup de gravité parce que la population n'a pas ce degré d'immunité acquis. On l'a vu avec la grippe espagnole à la fin. On l'a vu avec la grippe espagnole, avec la grippe de Hong Kong, on l'a vu avec la grippe H1N1 qui, fort heureusement, était une pandémie bénigne, si on peut dire, ce qui était un nouveau concept pour l'époque, mais difficile à prendre en considération. Mais donc, il y a deux choses à dire. Je pense qu'il faut essayer effectivement d'expliquer, peut-être aussi serrer un petit peu la vis quand on voit le faible taux de couverture vaccinale des personnels médicaux dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Manifestement, il y a beaucoup de négligence de la part de ces personnels et il faut revenir un petit peu sur des fondamentaux. Oui, mais l'obligation ne réglera rien, là. L'obligation réglera une partie de la problématique, alors obligation en tout cas réexpliquée. On voit très bien que dans des services hospitaliers où le chef de service est convaincu de ça, 80% du personnel est vacciné. Donc je pense qu'il y a un peu de laisser-aller dans tout ça, plus en fait que d'idéologie anti-vaccinale. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est je crois qu'il faut expliquer aussi et donner un petit peu d'optimisme. Pour l'instant, c'est peut-être pas dans l'air du temps, mais bon, la vaccinologie, c'est pas une science figée, c'est une science en évolution. Et ça vaut pour le vaccin contre la grippe. On est en train d'identifier des antigènes du virus grippal qui sont inchangés d'une épidémie à l'autre. Et donc on va pouvoir, dans l'avenir, développer des vaccins qui n'auront pas besoin d'être remis à jour avec les faiblesses éventuelles que vous mentionnez. Ouais. Donc ça, c'est le progrès scientifique au service de la santé publique. Et c'est la même chose pour les adjuvants. Au fond, on a besoin des adjuvants. Les vaccins ont gagné, en fait, en tolérance. Mais quand on gagne en tolérance, on perd en efficacité et en mémoire immunitaire. Donc il fallait essayer de combiner les deux. Donc on a besoin de ces adjuvants. Mais ces adjuvants, en particulier des adjuvants aluminiques, qui ne sont pas gravés dans le marbre. Pour l'instant, c'est ceux-là qui sont utilisés parce que c'est ceux qui ont la meilleure performance depuis la seringue jusqu'à l'immunisation de l'enfant. On pourrait peut-être trouver un autre adjuvant. Mais demain, il y aura d'autres adjuvants. Voilà. Ça commence déjà. Certains vaccins ne sont pas adjuvantés. On voit bien que, par exemple, les vaccins conjugués, polysaccharidiques, on n'est pas loin de peut-être ne pas en avoir besoin. Mais bon, pour l'instant, quand on fait les études cliniques, on voit bien que les sujets vaccinés avec adjuvants répondent mieux et ont éventuellement une mémoire immunitaire plus longue que les autres. Donc ça. Mais on va trouver, la science va trouver des adjuvants qui seront peut-être plus naturels, entre guillemets. Il y a encore une dernière question. Ouais. Le choléra a quasiment disparu sans vaccin. Ouais. Oui, parce que... À votre avis, pourquoi? Et est-ce que ce n'est pas un signe qu'on peut trouver d'autres moyens, peut-être un jour, que les vaccins pour éradiquer une maladie? Alors, le choléra a disparu
par effectivement essentiellement l'hygiène, c'est-à-dire par le traitement des eaux, parce que le choléra est une maladie exclusivement transmise par les eaux contaminées. Ne nous y trompons pas, le choléra est toujours là. Oui. Il ressurgit en permanence, il n'est pas éradiqué. Et j'ai fait un cours au Collège de France l'année dernière sur climat et émergence des maladies infectieuses. Et le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus de zones de la planète, zones estuarines, côtières, qui vont voir se développer le bacille du choléra. Donc le choléra, il est devant nous, curieusement. Et je pense qu'il faut avoir cette approche d'hygiène qui, effectivement, le traite parce que, je dirais, c'est entre guillemets facile. Il suffit de nettoyer l'eau et on n'a pas de choléra. Mais il faut aussi, pour des zones pauvres, pour des zones où les traitements d'eau ne sont pas immédiatement disponibles, avoir un vaccin disponible. Je pense qu'il ne faut pas baisser la garde parce que ça peut... Ceci dit, bien entendu, le choléra a été contrôlé, la peste a été contrôlée par l'hygiène, par l'éradication des rats, ou en tout cas la contention des rats dans des zones où ils ne sont pas en contact avec les humains, par le traitement des vecteurs arthropodes. Bon, voilà, maintenant, l'hygiène ne marche pas dans la rougeole, parce que la rougeole est tellement contagieuse qu'il n'y a pas... Alors, on nous parle du lait, d'alimentation au sein de la mer, par la mer. Bien sûr, qui va remettre en cause les bénéfices de l'alimentation du lait? Mais que l'on ne raconte pas que ça protège un jeune enfant contre des maladies infectieuses comme une méningite, comme une pneumonie, comme une otite à pneumocoque, comme la rougeole. Non, ça n'est comme ça. Parce que ces anticorps, ils restent au niveau de la surface muqueuse intestinale, ils sont très peu absorbés, et le pool d'anticorps qui a été acquis pendant la grossesse, il a 3 semaines de durée de vie. Donc il faut pas simplifier les discours. Je pense que c'est extrêmement dangereux. En termes de mortalité infantile, d'ailleurs, en 1800, etc., le montre bien. Ces enfants étaient tous allaités. Ces enfants étaient allaités. Ouais. Mais il mourrait de ces maladies. Mais il mourrait de ces maladies, bien entendu. Bon, merci Philippe Sansonetti. Alors je voudrais conseiller à tous nos auditeurs de lire votre livre qui s'appelle Vaccin, publié aux éditions Odile Jacob, parce que je crois qu'il fait vraiment le point de toutes les questions que nous avons abordées dans cette émission et que tous les problèmes que nous avons posés, eh bien, vous y avez réponse dans ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.